Bonjour et bienvenue dans ce format consacré aux œuvres que vous avez choisies. Parmi celles que vous m'avez proposées à l'annonce de ce nouveau projet se trouve la première, particulièrement impressionnante, que l'on méconnaît trop souvent, due à une artiste que l'on a tendance à trop oublier aussi, hélas. Bien qu'elle soit née en 1823 à Bordeaux, Marie-Rosalie, dite Rosa Bonheur, passa la dernière partie de son enfance aux abords de Paris, encore ruraux à l'époque. Son père, Raymond Bonheur, y a emmené toute sa famille avant de les abandonner sans la moindre ressource. À force de travail acharné, sa femme, Sophie, contracta la tuberculose et en succomba à l'âge de 36 ans seulement. Rosa a 11 ans. Et bien qu'elle ne devait jamais pardonner la mort de sa mère à son père, elle refusa d'être placée en pension comme ses frères ou chez des amis, comme sa sœur. Raymond Bonheur, qui devait dès lors prendre ses responsabilités de parent, l'encouragea, ainsi qu'Auguste, Isidore et Juliette, à le suivre dans une carrière artistique. Tous eurent un certain succès, mais vous savez maintenant que c'est l'aîné de la fratrie qui attire sur elle tous les regards. Elle commença à exposer à l'âge de 19 ans au salon de 1841 et obtint la médaille de bronze au salon de 1845. Suite à un séjour en Auvergne de 1846 à 1847, elle réalisa Bœufs et taureaux, race du Cantal, qui lui permit de décrocher enfin l'or au salon de 1848. C'est cette toile qui attisa l'intérêt de l'État français qui passa commande à Rosa Bonheur à hauteur de 3000 francs, ce qui équivaut aujourd'hui à 9810 €. Bœufs labourant à Nevers, dans le Nivernais, ou encore Labourage dans le Nivernais, est donc une œuvre officielle, à l'origine destinée au musée des Beaux-Arts de Lyon. Cependant, le succès de la toile, confirmé par la médaille d'or du salon de 1849, fut tel qu'elle resta à Paris, exposée au musée du Luxembourg, qui était à l'époque consacré aux artistes encore vivants. Je laisse donc à Léonce Bénédite, conservateur du Mulux en 1889, puis directeur de l'établissement à partir de 1892, le soin de nous la décrire brièvement par cet extrait des chefs-d'œuvre du musée du Luxembourg. Sous la claire lumière du matin, par un beau ciel bleu tendre, 2 attelages de 6 superbes bœufs blancs et roux, aiguillonnés par leurs conducteurs, tirent chacun, l'un derrière l'autre, une charrue dont le soc fend la terre brune en motte régulière. Au fond, à droite, une plaine coupée de bouquets d'arbres. À gauche, un petit coteau boisé où l'on distingue, à travers les frondaisons épaisses, le toit d'une ferme. C'est tout. Il n'y a rien de plus et rien de moins. La simplicité déconcertante du sujet, dénuée de toute ambition ou message politique, malgré le contexte de sa création, peut expliquer en partie la popularité de la toile. En outre, sa taille assez importante permet de profiter des nombreux détails et d'ainsi rentrer avec aisance dans l'espace pictural. Pour celles et ceux qui l'ignoreraient, les agriculteurs ne sèment pas indifféremment les terres. J'ai envie de dire à tout bout de champ. Quelques dispositions sont mises en place afin de ne pas épuiser définitivement les sols, dont les qualités nutritives sont progressivement drainées par les plantations. Un agriculteur dispose d'au moins 2 parcelles. L'une d'elles est cultivée, tandis que la seconde est laissée au repos. Lorsque celle-ci a reconstitué ses propriétés, elle est de nouveau semée, tandis que la première est mise de côté. Il s'agit d'un système de roulement, vous l'avez bien compris. Ici, la terre est retournée, ce qui permet de l'aérer en vue de planter une fois l'hiver passé. Ce premier labour est appelé le sombrage, nom communément donné à la toile de Rosa Bonheur et sous lequel se réunissent les rebelles de Bord-de-Ciel en l'honneur de leur chef, le Jarl de Vendôme. Mais je digresse. Contrairement à Bœufs et taureaux, race du Cantal, Labourage nivernais présente une scène agraire et non pas strictement animalière. Des hommes sont en effet présents, mais comme vous pouvez le voir, ils occupent une place mineure et sont généralement relayés au second plan derrière les corps massifs des bœufs. Ce sont eux qui attirent régulièrement les spectateurs et ont nécessité le plus l'attention de l'auteur. Comme à son habitude, cette dernière a derechef excellé dans la connaissance anatomique de ces animaux, et ce au prix de longues études. Son niveau d'observation absolument ahurissant, allant de l'œil humide à la texture du pelage, en passant par la bave provoquée par la rumination, est tel que de nombreux biologistes se sont appuyés sur cette œuvre afin de mieux connaître cette sous-espèce de bovidés qui a totalement disparu. Le rendu, quasiment photographique, a de quoi plaire, et l'on comprend pourquoi les Parisiens ont rechigné à la voir partir pour Lyon. Elle resta au Mulux jusqu'en 1920 et fut entre-temps présentée à l'exposition universelle de Paris de 1889. Par la suite placée au musée du Louvre de 1920 à 1923, elle est déposée au château de Fontainebleau jusqu'en 1986, date à laquelle elle intégra les collections du musée d'Orsay, qu'elle n'a plus quitté depuis. Cet épisode des cartels est déjà terminé, mais c'est le but de l'émission.
Je vous donne quelques pistes pour que vous puissiez vous renseigner de votre côté, vous approprier le sujet. Et lorsque le dépictorat concerné sortira, vous aurez déjà des éléments de réflexion pour que nos échanges n'en soient que plus grands. N'oubliez donc pas de remplir l'espace des commentaires en m'indiquant l'œuvre que vous souhaitez voir. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez très soin de vous, et nous nous disons à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de l'Atelier.